Je m'appelle Julien et j'ai 25 ans. Un matin de Noël qui aurait dû être calme et paisible, je me suis réveillé pour découvrir que mes propres parents avaient volé ma station de travail informatique haut de gamme et vidé complètement mes économies. Ils avaient fait cela juste pour acheter à mon frère aîné un acompte pour un appartement de luxe dans lequel ils n'avaient absolument rien à faire. Alors que je me tenais là, dans notre salon, fixant l'espace vide sur mon bureau où se trouvait autrefois mon gagne-pain, et suppliant de récupérer mon propre argent juste pour pouvoir payer mon loyer à venir. Mon père m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé les mots qui ont brisé notre famille pour toujours. Il a dit, « Ton frère en a plus besoin que toi. Arrête d'être égoïste et pense à la famille. » Ils ont littéralement ri, rejetant complètement ma panique juste devant le sapin de Noël scintillant. Mais il y avait une chose énorme qu'ils ne savaient pas. La grande entreprise financière pour laquelle mon père travaillait était sur le point d'être acquise, et j'étais le consultant senior en cybersécurité engagé pour auditer tout son département. Et maintenant, ils me supplient désespérément de ne pas porter plainte, de ne pas ruiner leur réputation immaculée et de les sauver d'une ruine financière totale. Avant de vous raconter comment j'ai exactement détruit leur parfaite petite illusion et récupéré tout ce qu'ils m'avaient volé, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice et en l'établissement de limites claires. Et n'oubliez pas de me faire savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien signifie beaucoup pour moi. Maintenant, revenons à l'endroit où ce cauchemar absolu a réellement commencé. Je me souviens encore de l'odeur de cannelle et de pain ce matin-là. C'est amusant de voir comment votre cerveau retient les détails les plus anodins et réconfortants juste avant que votre monde entier ne se brise en 1 million de morceaux déchiquetés. Pendant 2 années consécutives, j'avais économisé chaque centime que je pouvais légalement obtenir. Je travaillais en freelance en support technique et en codage back-end, prenais des quarts de nuit épuisants et déboguais du code incroyablement désordonné pour des startups juste pour construire un petit pécule. Mon rêve était incroyablement simple. Je voulais emménager dans un appartement calme, m'éloigner de la tension constante et étouffante de ma maison d'enfance et peut-être enfin respirer pour la première fois de ma vie. Je venais d'acheter une station de travail sur mesure, incroyablement puissante. Ce n'était pas un jouet pour jouer à des jeux vidéo. C'était mon gagne-pain. C'était la machine même que j'utilisais pour payer mes factures, gérer mes clients indépendants et me sortir de la dynamique toxique de ma famille. J'avais même suspendu mes cotisations 401K juste pour économiser suffisamment d'argent pour m'offrir cette machine et ma future caution. Mon frère Sébastien a 28 ans. Dans ma famille, il est l'enfant chéri incontesté. C'est le genre de gars qui pourrait mettre le feu à une maison, et ma mère blâmerait en quelque sorte l'allumette d'être trop inflammable. En grandissant, absolument tout tournait autour de ses besoins, de son potentiel et de son avenir. J'étais juste le plan de secours. J'étais le gamin tranquille qui ne causait jamais de problème et qui, par conséquent, n'avait jamais besoin d'attention ni de ressources. Il n'y avait pas de fonds d'études pour moi. Tout l'argent que mes parents réussissaient à économiser allait directement aux coûteux frais de scolarité de l'université privée de Sébastien, qu'il a d'ailleurs finalement abandonné après 3 semestres de fête. Quand il a eu un DUI à 21 ans, mes parents ont vidé leur fonds d'urgence pour engager un avocat coûteux afin de garder son casier judiciaire vierge. Quand j'avais besoin d'un appareil dentaire, ma mère m'a dit d'apprendre à sourire la bouche fermée parce qu'il n'avait tout simplement pas le budget. J'étais un enfant de verre typique. J'étais entièrement transparent pour eux à moins qu'ils n'aient besoin de quelque chose de ma part. Je suis descendu ce matin de Noël, vêtu de mon pantalon en flanelle habituel et d'un sweat à capuche trop grand, m'attendant à la joie factice habituelle des fêtes. Vous connaissez la chanson. Les sourires forcés. L'échange obligatoire de chaussettes et de cartes cadeaux. Le petit déjeuner tendu où nous faisions tous semblant d'être une famille heureuse et fonctionnelle. Au lieu de cela, j'ai trouvé mes parents assis rigidement à la table de la cuisine. Ils étaient entièrement habillés de leurs meilleurs vêtements du dimanche et il y avait une épaisse enveloppe blanche posée directement devant mon père. Il a pointé la chaise en face de lui et m'a dit de m'asseoir d'une voix qui ne laissait absolument aucune place à la discussion. Ma mère a tendu la main sur la table en bois et m'a tapoté le bras avec ce regard condescendant, d'une douceur écœurante, que j'avais appris à détester. Elle m'a dit qu'ils avaient dû prendre une décision très difficile concernant les priorités familiales au cours des derniers jours, et elle espérait que je comprendrais que tout cela avait été fait par amour. Mon père m'a poussé l'enveloppe. Je l'ai ouverte, mes mains tremblant légèrement à cause du changement soudain d'atmosphère. À l'intérieur se trouvait un relevé bancaire imprimé de mon compte d'épargne personnel et un reçu de prêteur sur gage pour ma station de travail. J'ai regardé les papiers,
mon cerveau incapable de traiter les chiffres ou la réalité de ce que je tenais. Mon compte, qu'il m'avait fallu 2 années épuisantes de semaines de travail de 70 heures pour construire, était vidé à zéro. J'ai levé les yeux, ma voix à peine un murmure, et je leur ai demandé pourquoi il y avait eu des retraits massifs sur mon compte et où était mon ordinateur. Ma mère a soupiré lourdement, levant les yeux au ciel comme si j'étais un enfant en bas âge faisant une crise de colère dans une épicerie. Elle a en fait utilisé sa voix douce et chantante pour me dire qu'il l'avait vendu. Elle a expliqué que Sébastien avait trouvé un bel appartement de luxe au centre-ville et qu'il avait besoin de la compte immédiatement pour sécuriser le bien immobilier avant que quelqu'un d'autre ne l'achète. Elle m'a dit que la famille est de la famille et que, puisque je vivais sous leur toit sans loyer, c'était mon obligation de contribuer à l'avenir de mon frère. Je leur ai demandé comment ils pouvaient justifier de prendre mes biens et mon argent sans demander. Je leur ai demandé comment ils avaient eu accès à mon compte bancaire. Mon père n'a même pas cligné des yeux. Il s'est penché en avant, croisant les bras sur sa poitrine. Il m'a rappelé que mon compte était à l'origine un compte étudiant joint qu'il avait ouvert pour moi quand j'étais adolescent, et qu'il était simplement allé au guichet et avait transféré les fonds. Il m'a dit que la situation de Sébastien était grave, qu'il avait besoin de stabilité pour commencer sa vie, et que mon passe-temps de freelance pouvait attendre. Puis, mon père a sorti un deuxième document de sa mallette en cuir. C'était un contrat de location. Il a glissé un stylo sur la table et a tapoté la ligne de signature. Il m'a dit que, comme Sébastien n'avait pas la cote de crédit nécessaire pour l'appartement et que j'avais méticuleusement bâti une excellente cote de crédit au cours des 5 dernières années, je devais signer en tant que garant financier. Il m'a regardé avec un dédain pur et non frelaté. Il a dit que si je ne pouvais pas soutenir la famille et signer ce papier tout de suite, il était temps que je fasse mes bagages, que je quitte sa maison et que je trouve un autre endroit où rester. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table de la cuisine ni hurlé de toutes mes forces. J'ai juste senti un vide froid et creux se répandre de mon estomac jusqu'à ma poitrine. J'ai regardé les lumières scintillantes du sapin de Noël derrière eux. J'ai regardé les boîtes soigneusement emballées qui étaient pour la plupart des décorations vides destinées à faire bonne figure devant les voisins. Et j'ai réalisé qu'ils ne me voyaient pas comme un fils. Ils ne l'avaient jamais fait. Ils me voyaient comme une ressource, un distributeur automatique, un outil jetable pour financer le style de vie imprudent de leur enfant préféré. J'ai repoussé le papier du garant sur la table. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment sur le parquet. Je leur ai dit que je partais. Ma mère a immédiatement halté, serrant sa poitrine et me traitant de dramatique. Elle a commencé à pleurer sur commande, me disant que je gâchais Noël et lui brisais le cœur. Mon père s'est levé, me dominant de sa taille, et a crié que je devais me comporter en homme et prendre mes responsabilités envers mon sang. Je leur ai tourné le dos. Je suis monté dans ma petite chambre, j'ai attrapé un seul sac de sport et j'ai emballé quelques jours de vêtements, mon chargeur de téléphone et mes documents essentiels. J'ai laissé mes clés de maison sur mon bureau vide, juste à côté d'une note courte et honnête. La note disait simplement, « Vous n'avez pas seulement volé mon argent aujourd'hui. Vous avez perdu votre fils. Ne me contactez plus jamais. » Je n'ai pas discuté en sortant. Je n'ai pas plaidé pour les quitter. Je suis juste sorti par la porte d'entrée dans la neige glaciale et aveuglante. Alors que je traînais mes pas sur le trottoir verglacé, le vent froid mordant férocement mon visage, j'ai sorti mon téléphone et vérifié mon application bancaire. C'était vrai. L'argent que je m'étais privé pour économiser était entièrement parti, remplacé par un seul retrait intitulé « Transfert d'aide familiale ». Mais juste en dessous de cette transaction, une nouvelle notification a attiré mon attention. C'était une alerte urgente d'un important bureau de surveillance de crédit. Quelqu'un venait de lancer une enquête approfondie sur mon numéro de sécurité sociale. Je me suis arrêté net au milieu de la rue enneigée. Je pensais que le pire de ce cauchemar était terminé en quittant cette maison. Je pensais que partir était le plus difficile. J'avais si incroyablement tort. J'ai passé les premières heures à errer sans but dans la ville. La forte neige imbibait complètement mes bottes et me gelait les orteils. Je me suis assis sur un banc près d'un café fermé, essayant de digérer l'ampleur de la trahison. Finalement, quand je n'ai plus pu arrêter de trembler, j'ai appelé mon ancien colocataire d'université, Derek. Derek est un homme profondément bon. C'est le genre d'ami qui représente la famille que l'on choisit. Il n'a pas posé 1 million de questions indiscrètes quand je suis arrivé à sa porte 2 heures plus tard, ressemblant à un chien errant congelé et traumatisé, tenant un seul sac de sport.
Il a juste jeté un coup d'œil à mon visage, m'a jeté une épaisse couverture de laine, a pointé son canapé bosselé du salon et m'a tendu une tasse de café noir fumante. L'appartement de Derek sentait légèrement la pizza au pepperoni rassis et la lessive bon marché à la lavande. Mais pour moi, à ce moment précis, il ressemblait à la forteresse d'un milliardaire. Assis sur ce canapé affaissé, les mains enveloppées autour de la tasse chaude, mon téléphone a commencé à vibrer sans relâche sur la table basse. L'écran s'est illuminé texte après texte. Le barrage avait commencé. D'abord, ce fut ma mère. Elle exigeait de savoir où j'étais, tapant en majuscule que j'étais complètement déraisonnable et que je gâchais les vacances en famille. Elle me dit que Sébastien était incroyablement stressé à cause de mon égoïsme. Puis vint un long et furieux SMS de mon père. Je le lus mot pour mot, tu penses que tu peux simplement quitter cette famille. La famille n'est pas un choix, Julien. Tu nous dois pour t'avoir logé et nourri pendant 25 ans. Tu reviendras ici, t'excuseras auprès de ta mère et signeras ce bail. Arrête de jouer les victimes. Je n'ai répondu à aucun mot. Je me suis juste assis là, lisant les messages, laissant le venin s'infiltrer profondément dans mes pores. Puis Sébastien a envoyé un message. Il n'y avait aucune excuse, bien sûr, juste un pur et simple sentiment de droit. Tu as fait pleurer maman à Noël pour de l'argent stupide. Grandis, Julien. J'avais besoin de cet acompte pour mon avenir. Tu te refais l'argent éventuellement. Ne sois pas si radin. J'ai ouvert Instagram par pure curiosité morbide. Et là, tout en haut de mon fil d'actualité, Sébastien venait de publier une photo parfaitement soignée et filtrée de lui-même debout dans un appartement vide haut de gamme avec de magnifiques baies vitrées donnant sur la ligne d'horizon de la ville. Il tenait un verre de champagne. La légende disait, enfin je monte dans le monde. Je n'aurais pas pu le faire sans ma famille formidable qui soutient mes rêves. J'ai fixé le hashtag famille avant tout. L'hypocrisie était si épaisse qu'elle m'a littéralement retourné l'estomac. J'ai pris une capture d'écran de la publication. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais en faire, mais une partie silencieuse, méthodique et extrêmement froide de mon cerveau se réveillait. J'ai pris des captures d'écran de chaque message texte de mes parents. J'ai téléchargé les relevés bancaires officiels montrant l'heure exacte du retrait. J'ai commencé à construire un dossier numérique sécurisé sur mon téléphone. Plus tard cet après-midi-là, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était ma tante Béatrice. Béatrice est la sœur aînée de ma mère, et en grandissant, elle a toujours joué le rôle de la tante douce et attentionnée qui faisait des biscuits au sucre et écoutait les problèmes de tout le monde. J'ai répondu à l'appel, espérant désespérément un brin de bon sens ou de validation d'un adulte de ma famille. Sa voix dégoulinait de miel chaud. Julien, chéri, j'ai entendu ce qui s'est passé avec tes parents. Je suis tellement désolé. Tu dois avoir froid dehors tout seul. Où loges-tu? Laisse-moi t'apporter un repas chaud et des vêtements propres. Pendant une fraction de seconde, ma garde a baissé. J'ai failli lui donner l'adresse de Derek. J'ai failli me laisser aller à ce réconfort offert parce que j'étais si désespérément seul. Mais les années passées à vivre dans l'ombre de ma famille manipulatrice m'avaient appris à lire entre les lignes. L'urgence légèrement essoufflée dans son ton ne correspondait tout simplement pas à ses doux mots. Cela semblait calculé. Je lui ai donné une réponse très vague, lui disant que j'étais dans un motel bon marché près de l'autoroute. Nous avons raccroché et moins de 45 minutes plus tard, ma mère m'a envoyé un message me demandant pourquoi je gaspillais mon argent limité dans un motel au lieu de rentrer chez moi pour faire face à mes responsabilités. Tante Béatrice n'était pas une alliée. C'était une espionne. C'était un singe volant envoyé par ma mère pour me traquer. La dure réalité de ma situation m'a frappé comme un train de marchandises. Le lendemain matin, le lundi est arrivé, le week-end des vacances était terminé, et j'étais censé livrer une migration de code massive pour un client technologique majeur. Sans ma station de travail personnalisée, j'étais entièrement paralysé. Je ne pouvais pas faire tourner le logiciel de traitement lourd sur mon téléphone. J'ai dû marcher 3 miles dans le froid glacial jusqu'à la bibliothèque publique, me connecter à un ordinateur public lent et infecté par des virus, et essayer de reconstituer mon travail via mes sauvegardes dans le cloud. C'était absolument humiliant. Chaque fois qu'une bibliothécaire passait et jetait un coup d'œil à mon écran, je me sentais comme un intrus faisant semblant d'être un professionnel. Pour aggraver infiniment les choses, un collègue toxique nommé Marcus a eu vent de mes difficultés techniques.
Marcus avait toujours été follement jaloux de ma production et de ma relation avec la direction. Il a immédiatement senti le sang dans l'eau. Il a commencé à mettre mon responsable en copie sur les emails internes, proposant de manière passive-agressive de prendre en charge le projet de migration de Julien. Car il manquait clairement du matériel fiable et de la stabilité personnelle pour respecter les normes professionnelles de notre entreprise. Je menais une guerre brutale sur deux fronts. J'étais assis dans cette bibliothèque silencieuse, fixant l'écran douloureusement lent, serrant le bord du bureau en bois jusqu'à ce que mes jointures deviennent d'un blanc pur. La pression de potentiellement perdre mon revenu principal en plus de perdre mes économies et ma famille menaçait de me briser l'esprit. Mais au lieu de me briser, je me suis entièrement concentré sur la rage. J'ai canalisé chaque once de colère dans mes doigts. J'ai tapé des lignes de code complexes avec une précision maniaque et obsessionnelle. Je n'allais pas laisser Marcus voler mon projet, et je n'allais certainement pas laisser mes parents faire de moi une statistique sans abri et sans emploi. Mercredi, la tension a finalement éclaté en un spectacle public. J'avais réussi à emprunter un vieux portable encombrant à Derek et je suis allé directement au bureau de l'entreprise pour présenter mon projet terminé en personne afin de garantir mon contrat et mon salaire. J'étais assis dans l'élégant hall aux parois de verre de mon immeuble, relisant mes notes de présentation, lorsque les portes coulissantes automatiques se sont ouvertes. Mes parents sont entrés. Tante Béatrice avait clairement fouillé et trouvé l'adresse exacte de mon lieu de travail. Mon père a marché droit devant moi sur le sol en marbre. Son visage était rouge de colère contenue tandis que ma mère le suivait de près, l'air dévasté et dramatique. Là, dans le hall, avec deux réceptionnistes et plusieurs de mes collègues observant attentivement, mon père a claqué un morceau de papier plié sur la table basse en verre devant moi. « Tu es parti sans signer l'accord de garantie », grognatait-il, gardant sa voix basse mais incroyablement menaçante. « Le bureau de location en a besoin avant midi. Tu vas le signer tout de suite, ou je monterai au bureau de ton responsable et aurai une très longue conversation sur ton caractère et ton manque total d'intégrité. » Il pensait sincèrement que la menace d'humiliation publique dans mon environnement professionnel me ferait plier. Il pensait que j'étais toujours le petit adolescent terrifié qui donnait l'argent de son travail d'été pour que Sébastien puisse acheter des billets de concert. Je me suis levé lentement. Je n'ai pas chuchoté. Je ne me suis pas recroquevillé. J'ai parlé clairement, projetant ma voix pour que le gardien de sécurité debout près de la réception puisse entendre chaque mot que je prononçais. Vous avez volé mes économies et vendu mes biens personnels pour financer un appartement pour un homme de 28 ans, dis-je, fixant directement les yeux de mon père. Si vous ne faites pas demi-tour et ne quittez pas ce bâtiment dans exactement 10 secondes, je demanderai à la sécurité de vous faire sortir physiquement pour intrusion, et ensuite j'irai directement au poste de police pour déposer des plaintes pour vol qualifié contre vous deux. Ma mère haleta bruyamment, serrant son collier de perles comme une mauvaise actrice de feuilleton. Julien, comment peux-tu parler ainsi à ton propre père? As-tu perdu la tête? 5 secondes, dis-je, ma voix complètement dénuée d'émotion. Je n'ai pas rompu le contact visuel avec mon père. Sa mâchoire s'est serrée si fort que j'ai cru que ses dents allaient se fendre. Il a vu le regard froid, mort et absolument définitif dans mes yeux, et a réalisé que le contrôle qu'il avait exercé sur moi pendant 25 ans avait complètement disparu. Il a brutalement saisi le bras de ma mère, marmonnant que j'étais une immense déception et une honte pour le nom de famille, et ils ont quitté le hall en trombe par les portes coulissantes. Je me suis rassis sur le canapé en cuir, mon cœur battant violemment contre mes côtes. J'avais gagné la bataille immédiate, et j'avais protégé mon emploi. Mais je savais que la guerre ne faisait que commencer. J'ai ouvert l'ordinateur portable emprunté à Derek pour calmer mes nerfs, cliquant sur mon email personnel pour vérifier les messages des clients. Tout en haut de ma boîte de réception se trouvait un message automatisé d'un concessionnaire de voitures de luxe. La ligne d'objet disait « Félicitations pour votre nouvelle Porsche 911 ». J'ai fixé l'écran, le sang s'est complètement retiré de mon visage, ma vision se brouillant sur les bords. Mes parents n'avaient pas seulement volé mes économies. Ils avaient volé toute mon identité. Au moment où j'ai vu la ligne d'objet de cet email, l'air dans le hall de l'entreprise m'a semblé trop épais pour respirer. Une Porsche 911. Le prix catalogue d'un de ces véhicules de luxe dépasse facilement les 100 000 $. C'est assez pour acheter une belle maison dans certains états. J'ai attrapé mon téléphone et je suis sorti dans la cour gelée. Mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine déverrouiller l'écran. J'ai composé le numéro de téléphone indiqué dans le pied de page de l'email pour le service financier du concessionnaire.
Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'une femme nommée Valérie ne réponde. J'ai gardé ma voix incroyablement calme, luttant contre l'énorme vague de panique qui montait dans ma gorge. Je lui ai dit que je m'appelais Julien. J'ai fourni mon adresse email et j'ai expliqué que je venais de recevoir un email de confirmation concernant l'achat d'un véhicule que je n'avais absolument pas autorisé. Valérie a d'abord semblé confuse, puis légèrement sur la défensive, comme si j'étais un acheteur souffrant d'un remords soudain. J'ai entendu le cliquetis de son clavier alors qu'elle ouvrait le dossier numérique. Monsieur, la demande de financement a été soumise en ligne il y a 3 jours. Elle a été immédiatement approuvée en fonction de votre excellente cote de crédit et de la vérification de vos revenus. Nous avons des copies haute résolution de votre carte de sécurité sociale et de votre permis de conduire dans nos dossiers. Le véhicule a été finalisé et récupéré hier soir. Qui l'a physiquement récupéré, demandai-je, les pièces horribles s'assemblant à une vitesse terrifiante. Laissez-moi vérifier le formulaire de livraison, dit Valérie, le son de la frappe résonnant fortement dans mon oreille. Il est indiqué Sébastien. Il a déclaré qu'il était votre frère aîné et que vous étiez bloqué au travail pour conclure une grosse affaire. Vous l'avez donc autorisé à signer les papiers de livraison finale et à emporter le véhicule du terrain en guise de cadeau surprise pour la famille. J'ai fermé les yeux, m'appuyant lourdement contre le mur de briques de mon immeuble de bureau. Sébastien, il n'avait pas seulement utilisé l'argent qu'ils avaient volé pour son appartement de luxe. Il avait pris mon identité immaculée pour financer une voiture de sport de luxe à 6 chiffres juste pour compléter son faux personnage de riche. J'ai remercié Valérie, lui ai dit explicitement et clairement que le prêt était complètement frauduleux et le résultat d'un vol d'identité, et j'ai raccroché. Je suis resté longtemps dans le froid glacial. Mon propre frère avait commis un crime majeur contre moi et mes parents l'avaient sans aucun doute facilité. Mais la question brûlante demeurait, comment diable avait-il obtenu ma carte de sécurité sociale physique? Je la gardais toujours enfermée dans un petit coffre-fort lourd et ignifuge, caché au fond de mon placard chez mes parents. La seule personne sur la planète qui savait où je cachais la petite clé de rechange de ce coffre-fort était tante Béatrice. Elle m'avait aidé à déménager mes meubles il y a 1 an et m'avait vu mettre la clé scotchée sous un tiroir de bureau spécifique. J'avais besoin de preuves solides. Je ne pouvais pas simplement lancer des accusations en l'air. Pas avec une responsabilité de $100 000 qui pesait sur ma tête. J'avais besoin de preuves irréfutables et indéniables. J'ai décidé de tendre un piège. J'ai rappelé tante Béatrice plus tard ce soir-là. J'ai délibérément fait en sorte que ma voix semble épuisée, vaincue et sur le point de pleurer. Je lui ai dit que j'avais déménagé du motel et que je logeais maintenant dans un complexe d'appartements spécifiques, à l'extrémité nord de la ville, un complexe auquel je n'avais absolument aucun lien. Je lui ai dit que j'avais peur, que mon crédit agissait bizarrement, et que je ne savais pas quoi faire avec les papiers du garant. Elle a roucoulé au téléphone, me disant que tout irait bien, promettant que la famille pardonne toujours et jurant de garder ma localisation totalement secrète vis-à-vis de mes parents. 2 heures plus tard, j'ai conduit la berline délabrée de Derek jusqu'à ce complexe d'appartements et me suis garé de l'autre côté de la rue, me cachant dans l'ombre sombre du parking. Bien sûr, 40 minutes plus tard, le SUV argenté familier de mon père est entré agressivement dans le parking. Ma mère et mon père sont sortis, marchant jusqu'à la fenêtre du bureau de location, exigeant agressivement de savoir dans quelle unité j'étais. J'ai enregistré une vidéo parfaitement claire d'eux depuis l'habitacle sombre de la voiture. Tante Béatrice était officiellement une traîtresse. Elle avait instantanément livré ma fausse localisation, et je n'avais absolument aucun doute qu'elle avait également livré l'emplacement de la clé de rechange de mon coffre-fort pour que Sébastien puisse voler ma carte de sécurité sociale. J'ai ajouté la vidéo à mon dossier numérique. Le dossier grossissait rapidement, mais j'avais besoin du dernier clou dans le cercueil concernant la Porsche. Le lendemain matin, j'ai pris le bus de ville pour me rendre dans mon ancien quartier. Je me sentais comme un fantôme hantant ma propre vie passée. Je me suis dirigé directement vers la maison immaculée de Madame Higgins, notre voisine âgée. Madame Higgins était la reine des commérages incontestés du quartier. Rien ne se passait dans notre rue sans qu'elle ne le documente, n'en discute et ne le propage. J'ai frappé à sa porte d'entrée, et quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé comme un sapin de Noël. Julien. Oh, c'est tellement merveilleux de te voir, a-t-elle rayonné, me tirant à l'intérieur de son salon chaleureux et parfumé aux fleurs. Ton père n'a cessé de se vanter de toi auprès de quiconque voulait bien l'écouter. Tu es un jeune homme si généreux. J'ai forcé un sourire poli, mon estomac se tordant en nœud violent. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, Madame Higgins?
Elle a ri, me versant une tasse de thé chaud. Oh, il a raconté à toute l'association de propriétaires, lors de la réunion, à quel point tu réussis merveilleusement bien dans l'industrie technologique. Il a dit que tu avais eu un énorme bonus et que tu avais acheté à ton frère cette magnifique nouvelle Porsche comme cadeau de pendaison de crémaillère pour son nouvel appartement. Il l'a même exhibé dans l'allée hier à M. Peterson. Vraiment, dis-je, gardant ma voix parfaitement stable, jouant la surprise. Vous savez, j'ai en fait perdu mon téléphone récemment et j'ai perdu toutes les photos de la voiture livrée à la maison. Par hasard, vos caméras de sécurité ont-elles filmé la livraison? Madame Higgins a agité la main de manière dismissive. Oh, chérie. Ma caméra Ring filme absolument tout. Elle a ouvert l'application de sécurité sur son iPad et a fait défiler jusqu'à hier. Là, en vidéo haute définition et nette. Sébastien se gara tranquillement dans l'allée dans une toute nouvelle Porsche 911 noire étincelante. Mon père sortant par la porte d'entrée, bombant le torse de fierté, serrant la main de Sébastien et déclarant bruyamment à Monsieur Peterson de l'autre côté de la rue, « Mon plus jeune garçon l'a acheté pour lui. Le gamin gagne trop d'argent pour son propre bien. » J'ai demandé à Madame Higgins de m'envoyer le clip vidéo par email sur le champ, prétendant que je le voulais pour un album de famille numérique pour surprendre mon père plus tard. Dès que le gros fichier vidéo est arrivé dans ma boîte de réception, je l'ai remercié, j'ai laissé monter intact et je suis parti. Je ne suis pas retourné à l'appartement de Derek. Je me suis rendu directement au poste de police du centre-ville. Je me suis assis sur une chaise en plastique dure et inconfortable dans la salle d'attente pendant 2 heures jusqu'à ce qu'un détective des fraudes m'appelle finalement à son bureau en désordre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas agi de manière hystérique. J'ai simplement ouvert mon ordinateur portable et lui ai présenté le dossier. Je lui ai montré les virements bancaires correspondant exactement au montant de la compte de l'appartement. Je lui ai montré le bail de garantie falsifié que mon père avait tenté de me forcer à signer. Je lui ai montré la demande de prêt Porsche frauduleuse, la correspondance par email de Valérie du concessionnaire, et enfin la vidéo indéniable de mon père se vantant de la voiture que j'aurais prétendument achetée. J'ai déposé un rapport de police complet pour vol qualifié et fraude à l'identité, nommant explicitement mon frère Sébastien, mon père Richard et ma mère Margaret comme conspirateurs. Le détective m'a regardé, un mélange de profonde pitié et de respect intense dans ses yeux fatigués. Il m'a donné un numéro de dossier officiel, une copie du rapport et m'a dit de verrouiller mon crédit auprès des 3 bureaux immédiatement. En sortant de ce poste de police, le vent glacial frappant mon visage, j'ai senti le lourd et suffocant fardeau de la victimisation tomber complètement de mes épaules. Je n'étais plus leur souffre-douleur. J'étais l'architecte de leur ruine imminente. Avec le rapport de police officiellement déposé et entre mes mains, je savais que j'avais besoin d'une sérieuse puissance juridique pour me protéger des retombées financières. Derek, voyant avec quelle méthode je gérais la situation, m'a présenté son oncle, Monsieur Harrison. Monsieur Harrison était un avocat expérimenté, très respecté, spécialisé dans les litiges financiers complexes, la fraude et le droit de la famille. C'était un homme pragmatique d'une 60aine d'années, qui portait des costumes sur mesure et parlait avec une autorité calme et intimidante. Je me suis assis dans son bureau lambrissé d'acajou, j'ai remis une copie imprimée du dossier et j'ai observé pendant qu'il examinait les documents avec une précision clinique. Quand il a eu fini, il a retiré ses lunettes et m'a regardé. Nous n'allions pas seulement contester les frais frauduleux auprès des bureaux de crédit. Nous allions intenter une action civile contre mes parents et mon frère pour les fonds volés, le préjudice moral et les dommages-intérêts punitifs. Cette manœuvre gèlerait efficacement leurs actifs dès que le procès serait rendu public. Il m'a également guidé pour placer des alertes de fraude sévères et des gels de crédit totaux auprès des 3 principales agences de crédit, Equifax, Experian et TransUnion. Personne ne pourrait plus jamais ouvrir un courrier en mon nom, encore moins acheter une voiture de luxe. Pendant ce temps, je suis resté en contact quotidien étroit avec Valérie au concessionnaire Porsche. Une fois qu'elle a vu le numéro de dossier officiel du rapport de police, son attitude a complètement changé, passant d'employée d'entreprise sur la défensive à une alliée très coopérative. Elle était furieuse que son concessionnaire ait été flagrantement utilisé pour faciliter une affaire de fraude criminelle. Nous avons coordonné nos actions discrètement. L'équipe juridique du concessionnaire a entamé le processus interne pour signaler le véhicule en vue d'une reprise immédiate en raison d'un financement frauduleux, mais nous avons gardé le silence total. Sébastien conduisait en ville, faisant rugir le moteur d'une voiture de luxe volée, complètement inconscient des énormes tirs croisés légaux qui le visaient directement.
Mais traiter avec ma famille, c'était comme traiter avec un serpent à plusieurs têtes. On coupe une tête et une autre vous mord. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un SMS non sollicité de mon cousin, Simon. Simon était un gars louche et opportuniste qui cherchait toujours des raccourcis dans la vie. Il m'a envoyé un message affirmant qu'il avait des preuves irréfutables que Sébastien était celui qui avait physiquement pris ma carte de sécurité sociale du coffre-fort et il a proposé de témoigner pour moi au tribunal. Je l'ai appelé immédiatement, ayant besoin de savoir ce qu'il savait. Je peux totalement t'aider à le clouer au pilori, Julien, dit Simon, sa voix mielleuse et conspiratrice. Mais, tu sais, je prends un très gros risque en allant contre la famille comme ça. Ton père va être furieux. Je pense que quelques milliers de dollars m'aideraient vraiment à me sentir en sécurité pour me manifester et témoigner pour toi. Une immense vague de dégoût absolu m'a envahi. Il n'essayait pas de m'aider à obtenir justice. Il essayait de m'extorquer de l'argent. Ce que Simon ne savait pas, c'est que j'avais installé une application d'enregistrement automatique d'appels sur mon téléphone le jour où j'avais emménagé chez Derek. Laisse-moi comprendre, Simon, dis-je lentement, m'assurant que ma prononciation était parfaitement claire pour l'enregistrement audio. Tu as des preuves d'un crime fédéral concernant le vol d'identité, mais tu les retiens intentionnellement de la police à moins que je ne te paie pour témoigner. Simon bégaya, réalisant instantanément qu'il avait gravement commis une erreur. Non, mec. Non, c'est juste une compensation pour mon temps et mes déplacements. J'envoie cet enregistrement audio exact au détective des fraudes qui s'occupe de mon dossier tout de suite, l'interrompis-je, ma voix dénuée de toute chaleur. Ne me contacte plus jamais. J'ai raccroché et bloqué son numéro, neutralisant ainsi un autre parent toxique. Je coupais la pourriture de mon arbre généalogique morceau par morceau, et c'était incroyablement libérateur. Avec les pièges légaux entièrement tendus et prêts à se refermer, je me suis entièrement replongé dans ma carrière. J'ai livré le projet de migration de code massif pour notre client sans faille. Marcus, le collègue incroyablement toxique qui avait essayé de me saboter alors que je travaillais à la bibliothèque publique, a tenté de s'attribuer le mérite de l'architecture Bacan lors de la présentation exécutive finale. Cependant, mon code était fortement filigrané et ma documentation était si minutieusement détaillée qu'il a fini par paraître complètement incompétent et stupide devant toute l'équipe de direction. Madame Evelyn, la PDG de l'entreprise technologique, a tout remarqué. C'est une femme intelligente, brillante, élégamment vêtue, qui impose le respect total rien qu'en entrant dans une pièce. Elle m'a appelé dans son immense bureau d'angle plus tard cette semaine-là. Julien, la résilience dont vous avez fait preuve sur ce projet, dans ce que je comprends être des circonstances personnelles très difficiles, est vraiment remarquable, a-t-elle dit, se penchant sur son immense bureau en verre et joignant ses doigts. J'ai officiellement renvoyé Marcus. Nous ne tolérons pas les vautours dans cette entreprise. De plus, je vous promeus au poste de consultant senior en cybersécurité avec effet immédiat. J'ai un projet massif, hautement confidentiel, à venir, un audit de préacquisition. J'ai besoin de quelqu'un de méticuleux, quelqu'un qui ne rate pas un seul détail. J'ai accepté la promotion sur le champ, une augmentation de salaire massive, un changement de titre de senior et mon propre bureau. L'univers était enfin en train de rétablir magnifiquement l'équilibre. Mais le véritable choc, bouleversant, est survenu lorsque Madame Evelyn m'a remis l'épais dossier confidentiel de la société que nous acquérions. J'ai regardé le logo en relief sur le lourd dossier et mon cœur s'est littéralement arrêté de battre pendant une seconde. C'était Vanguard Financial, l'entreprise exacte où mon père travaillait en tant que directeur régional. Nous allons procéder à un examen total et sans compromis de leurs systèmes internes, en auditant chaque chef de département pour la conformité financière avant que la fusion ne soit rendue publique, a calmement expliqué Madame Evelyn. Vous aurez un accès administratif complet et illimité à leurs dossiers, à leurs comptes de dépenses et à leur portefeuille client. Je suis sorti de son bureau en tenant le dossier, un sourire lent, dangereux et incroyablement froid se répandant sur mon visage. J'avais le pouvoir d'auditer toute la carrière de mon père. Je savais pertinemment, après des années à l'entendre se vanter à table, qu'il brouillait souvent les lignes éthiques avec les comptes de dépenses de l'entreprise et les fonds des clients pour maintenir son mode de vie aisé. Il avait bâti tout son énorme ego sur son titre d'entreprise et son pouvoir perçu. Et maintenant, par un pur coup du destin, je détenais les clés absolues de son royaume. Ce soir-là, un email froid et formel est arrivé dans ma boîte de réception personnelle. Il venait de mon père. Julien, cette crise de colère enfantine a assez duré. Ta mère est anéantie et pleure tous les jours.
Nous déjeunons au Silver Diner dimanche, exactement à midi. Tu seras là et nous discuterons exactement de la façon dont tu vas arranger le désordre que tu as créé avec le bureau de location de l'appartement en ignorant leurs appels. Ne mets pas ma patience à l'épreuve. J'ai fixé l'écran lumineux de mon ordinateur portable. Il essayait encore de donner des ordres. Il pensait toujours qu'il avait les cartes en main et pouvait me forcer à me soumettre. J'ai ouvert mon dossier juridique, vérifié le statut de reprise avec Valérie et examiné mes nouvelles informations d'audit illimité pour Vanguard Financial. La tempête était entièrement préparée. J'ai appuyé sur répondre et j'ai tapé une seule phrase simple, je vous verrai dimanche. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé la neige tomber par la fenêtre. J'ai pensé à ce qui allait arriver. J'ai pensé au regard qu'ils auraient quand l'illusion qu'ils avaient construite sur mon dos se briserait enfin en morceaux. J'entrais directement dans l'œil du cyclone. Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur du tonnerre. C'est moi qui apportais l'éclair. Le dimanche arriva avec un froid mordant qui semblait s'infiltrer par la semelle de mes chaussures et s'installer profondément dans mes os. Le ciel au-dessus était une épaisse nappe d'un gris ardoise impitoyable, promettant une autre tempête hivernale brutale. Mais intérieurement, je brûlais d'une énergie tranquille, très concentrée et incroyablement létale. L'endroit que mon père avait choisi pour cette réunion de famille obligatoire était le Silver Diner. C'était exactement le genre d'endroit que mes parents évitaient d'habitude comme la peste. C'était un établissement local délabré, un Greasy Spoon situé à l'extrémité industrielle de la ville. C'était le genre d'endroit avec des menus laminés collants et écaillés, des banquettes en vinyle rouge craqué rafistolées avec du ruban adhésif, et l'odeur lourde et permanente de bacon frit et de vieux café flottant dans l'air stagnant. Mon père avait choisi cet endroit précis parce qu'il était à des kilomètres de leur quartier huppé et de leur club de golf exclusif. Il ne voulait pas que l'un de ses riches amis, de ses collègues d'entreprise ou des membres de son association de propriétaires le surprenne accidentellement en train de discipliner son fils rebelle en public. Pour lui, l'image était absolument tout. L'image était sa monnaie, sa religion et toute son identité. Je suis arrivé 45 minutes en avance. Je voulais contrôler entièrement l'environnement. Je ne voulais pas entrer dans un espace qu'ils avaient déjà réquisitionné. Je me suis assis dans une grande banquette d'angle face à la porte d'entrée. Une lourde tasse en céramique de café noir refroidissait sur la table devant moi. Posée soigneusement sur la table en formica rayée se trouvait ma mallette en cuir véritable. À l'intérieur de cette mallette se trouvaient les copies physiques du dossier, mes nouvelles cartes de visite de consultant senior en cybersécurité et les fichiers d'audit préliminaire hautement confidentiels de Vanguard Financial. J'ai observé la neige voler agressivement à l'extérieur de la grande fenêtre en verre, sentant un calme glacial absolu envahir tout mon système nerveux. Je n'étais plus le gamin effrayé, désespéré et ruiné financièrement qu'ils avaient jeté dans la neige le matin de Noël. J'étais un homme adulte tenant une arme légale et professionnelle chargée, attendant patiemment qu'il s'engage aveuglément dans la ligne de mire. Pile à midi, la lourde porte en verre du restaurant s'est ouverte, faisant tinter la petite clochette en laiton attachée au cadre. Ils sont entrés comme s'ils possédaient tout le bâtiment, traitant le personnel de service comme des paysans invisibles. Mon père, Richard, menait le groupe, vêtu de son pardessus en laine anthracite sur mesure et d'une écharpe en cachemire importée coûteuse. Sa posture était rigide, projetant exactement la même aura autoritaire qu'il utilisait pour terroriser ses subordonnés à la firme financière. Ma mère, Margaret, le suivait de près, serrant un sac à main de marque très reconnaissable comme un bouclier et arborant un air de martyr pratiqué et de longue souffrance. Elle était parfaitement maquillée pour paraître juste un peu fatiguée, jouant le rôle de la matriarche épuisée et brisée avec une perfection absolue. Et puis il y avait Sébastien. Mon frère aîné est entré dans le restaurant miteux portant un tout nouveau blouson d'aviateur en cuir qui coûtait facilement plus de $1000. Il arborait une nouvelle coupe de cheveux coûteuse et un sourire narquois, complètement intouchable, qui me faisait bouillir le sang. Il ressemblait à un gars qui venait de gagner à la loterie, ce qui, d'une manière très réelle et très criminelle, était en fait le cas. Il avait gagné à la loterie de mon identité volée et de mes économies volées. Ils m'ont repéré assis dans la banquette du coin et se sont dirigés vers moi en formation agressive unifiée. Aucun d'eux n'a dit un simple bonjour. Aucun d'eux n'a demandé comment j'allais, où je vivais, ou si j'avais même assez d'argent pour manger un repas chaud. Ils se sont simplement glissés dans la banquette en face de moi, encombrant immédiatement l'espace, jetant leurs manteaux coûteux sur les sièges en vinyle, et essayant activement d'établir une domination physique et psychologique. Mon père n'a même pas pris la peine d'enlever son écharpe.
Il s'est lourdement penché sur la table, envahissant mon espace personnel, et a baissé la voix dans ce ton grave et dangereux qu'il utilisait juste avant une explosion majeure et bouleversante dans notre foyer. J'espère que tu es prêt à arrêter de jouer à ces jeux enfantins ridicules aujourd'hui, Julian, commença-t-il en tapotant lourdement sa lourde alliance en or sur la table. J'ai passé toute la matinée à répondre à des appels téléphoniques de plus en plus agressifs du bureau de location du nouvel appartement de luxe de Sébastien. Ils affirment que tu n'as pas répondu à un seul de leurs emails concernant le processus de vérification du garant. Tu fais passer ton frère pour incroyablement peu professionnel devant des personnes fortunées et tu fais honte au nom de cette famille. Je ne tolérerai pas cette insubordination une seconde de plus. Je l'ai juste regardé. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas baissé les yeux sur mes mains comme je le faisais quand j'étais un adolescent terrifié essayant d'éviter sa colère. J'ai rencontré ses yeux froids et j'ai soutenu son regard avec une intensité terrifiante propre. Je n'ai pas répondu à leurs emails parce que je n'ai pas signé ce bail, dis-je, ma voix parfaitement calme et entièrement dénuée de peur. Je vous l'ai dit le matin de Noël avant que vous ne me mettiez à la porte de ma propre maison. Ma mère laissa échapper un soupir dramatique et essoufflé, tendant la main sur la table pour essayer de me saisir la main. Je retirai ma main brusquement, la mettant entièrement hors de sa portée. Elle parut très offensée, ses yeux se mouillant instantanément sur commande. « Julian, chéri, s'il te plaît, supplia-t-elle, sa voix dégoulinant de douceur artificielle. Arrête ces horribles bêtises tout de suite. Tu déchires notre belle famille à cause d'un simple malentendu. Ton frère doit déménager ses meubles sur mesure dans l'unité avant mardi matin. Nous avons utilisé ton petit argent de freelance pour garantir l'unité, mais le propriétaire exige la signature finale du garant avant la fin de la journée ouvrable. Tu sais, ton père et moi n'avons pas le crédit liquide en ce moment à cause des vacances coûteuses et des taxes foncières. Tu es son frère. Vous partagez le même sang. Tu lui dois ce soutien. Ne sois pas si avide. Je ne lui dois absolument rien, dis-je, ma voix complètement plate, rejetant entièrement sa manipulation émotionnelle. Vous avez volé ma station de travail professionnelle. Vous avez vidé mon compte d'épargne entier. Vous avez pris 24 mois de mon sang, de ma sueur, de mes larmes et de mon manque de sommeil pour que votre enfant préféré puisse faire semblant d'être un grand ponte dans un immeuble de luxe où il n'a absolument rien à faire. Sébastien ricana bruyamment, se penchant en arrière dans la banquette et croisant les bras de manière défensive. Il me regarda comme si j'étais un morceau de déchet collé au fond de sa chaussure de marque. « Oh, bouh, Julian !» Sébastien ricana, levant les yeux au plafond. « Tu as perdu un stupide ordinateur de nerfs et quelques milliers de dollars. Tu peux littéralement juste écrire du code plus ennuyeux et le récupérer en un mois ou deux. Tu n'as aucune charge fixe. Tu vis comme un moine de toute façon. J'ai en fait une vie sociale vibrante. J'ai une image professionnelle à maintenir. J'ai besoin de cet appartement pour réseauter avec des promoteurs immobiliers et des investisseurs. Tu ne fais que t'asseoir dans une pièce sombre toute la journée. Tu n'as pas besoin de ce genre d'argent. » Il fouilla dans la poche profonde de sa nouvelle veste en cuir coûteuse et en sortit un lourd trousseau de clés. Il les jeta négligemment, avec arrogance, sur la table juste devant moi. L'écusson argenté indubitable du logo Porsche capta la lumière fluorescente crue du restaurant, scintillant brillamment. Il me sourit, faisant un geste vers les clés d'un mouvement paresseux du poignet. « Regarde, petit frère, si tu es si follement amer à propos de l'argent, je te laisserai faire un tour avec la nouvelle voiture plus tard, » proposa Sébastien, son ton dégoulinant d'une profonde condescendance. Elle se conduit comme un rêve absolu. Papa m'a aidé à la choisir chez le concessionnaire. Mais pour l'instant, tu dois sortir ton téléphone. Appeler l'agent de location sur haut-parleur et confirmer verbalement ton numéro de sécurité sociale et ta signature pour que je puisse enfin obtenir les clés de mon appartement. Arrête d'agir comme un enfant gâté et jaloux. L'audace pure et non frelatée de ses paroles était presque époustouflante. Il avait volé mon identité. Il avait commis un crime fédéral majeur pour acheter une voiture de sport de luxe à 6 chiffres en mon nom exact, et il était assis en face de moi dans un restaurant bon marché, me traitant de gosse gâté tout en brandissant les clés volées directement devant mon visage. Mon père croisa les bras, hochant la tête en signe de ferme approbation de l'évaluation de Sébastien de la situation. « Tu as entendu ton frère ?» Mon père dit, sa voix dégoulinant d'autorité absolue et d'une pointe d'avertissement final. « Sors ton téléphone tout de suite. Appelle le bureau de location. Si tu fais cela et que tu t'excuses formellement auprès de ta mère pour ton comportement horrible et irrespectueux de la semaine dernière,
nous te permettrons de revenir à la maison pour nos dîners du dimanche traditionnels. Nous pardonnerons cette petite rébellion. Mais si tu sors de ce restaurant sans faire cet appel, tu es définitivement coupé. Tu seras mort pour nous, Julian. Il n'y aura pas de soutien familial. Il n'y aura pas d'héritage futur. Il n'y aura pas de fonds universitaires pour les enfants futurs que tu pourrais avoir. Tu seras entièrement seul dans un monde très cruel. Ils étaient assis là, un front uni de toxicité sévère, me fixant, attendant que je craque sous l'immense pression. Ils étaient si incroyablement confiants dans leur conditionnement psychologique de toute une vie. Ils croyaient vraiment et profondément que la menace de perdre leur approbation et la menace de perdre un héritage potentiel me feraient tomber à genoux en soumission. Ils pensaient que j'étais toujours cet enfant désespéré et solitaire mendiant des miettes de leur affection. J'ai regardé les larmes fausses et parfaitement synchronisées de ma mère. J'ai regardé la poitrine bombée de mon père et son froncement de sourcils arrogant. J'ai regardé le visage très frappant de Sébastien et les clés de la Porsche volées posées sur la table rayée entre nous. Le piège était entièrement tendu. L'appât était placé et il venait de marcher joyeusement en plein centre. Je n'ai pas tendu la main vers mon smartphone pour appeler le bureau de location. Au lieu de cela, j'ai tendu la main vers les lourds loquets en laiton de ma mallette en cuir. Je n'appelle pas le bureau de location, dis-je, ma voix étrangement calme, coupant le bruit ambiant du restaurant comme un scalpel chirurgical. Mais tu as absolument raison sur une chose, papa. Cette petite rébellion est complètement terminée. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis entièrement seul, et vous trois êtes sur le point d'affronter le monde réel. J'ai ouvert les lourds loquets en laiton de ma mallette simultanément. Le clic métallique aigu a résonné sur la table, faisant cligner mon père de surprise. Une minuscule fracture microscopique est apparue dans sa façade très confiante. J'ai fouillé à l'intérieur, sorti une pile épaisse et méticuleusement organisée de documents juridiques, et les ai placés précisément au milieu de la table, juste à côté des clés volées de la Porsche de Sébastien. « Qu'est-ce que c'est que ce charabia ?» demanda mon père, regardant l'épaisse pile de documents comme s'il s'agissait d'une bombe radioactive. « Ça, dis-je, me penchant légèrement en avant, posant mes avant-bras sur la table, c'est une copie certifiée du rapport de police officiel que j'ai déposé il y a 3 jours au centre-ville. Les accusations sont vol qualifié et fraude à l'identité. Ils vous nomment tous les trois comme des conspirateurs actifs et volontaires dans une entreprise criminelle contre moi. » La couleur s'est instantanément et violemment retirée du visage de ma mère. Elle a même arrêté de respirer pendant une seconde entière, sa main s'envolant pour couvrir sa bouche. Sébastien laissa échapper un rire nerveux et aigu, regardant frénétiquement autour du restaurant pour voir si quelqu'un d'autre regardait notre banquette. « Tu bluffes » bégaya Sébastien, son sourire confiant se dissolvant complètement dans la panique. « Tu n'es pas allé voir les flics. Tu n'oserais pas faire ça à ton propre sang. Tu essaies juste de nous faire peur. » « Si, » répondis-je doucement, ma voix aussi dure que le granit. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai finalement sorti mon smartphone de ma poche. J'ai déverrouillé l'écran et ouvert mon application de messagerie sécurisée. J'avais passé toute la matinée à rédiger un seul email de masse complet et très détaillé. J'avais joint le rapport de police. J'avais joint les captures d'écran des publications Instagram arrogantes de Sébastien. J'avais joint les documents de garantie falsifiés. J'avais joint les documents de prêt automobile frauduleux fournis par le concessionnaire. Et enfin, j'avais joint la vidéo de haute sécurité de la caméra de sécurité de mon père se vantant bruyamment auprès de Madame Higgins de la voiture dans l'allée. Je les regardais tous les trois, mon pouce planant directement au-dessus du bouton bleu envoyé. Dans la liste des destinataires de cet email, expliquai-je, ma voix calme, froide et entièrement impitoyable, se trouve le gestionnaire immobilier senior de l'immeuble d'appartements de luxe. Ensuite, Valérie, la directrice financière senior du concessionnaire Porsche. Ensuite, tante Béatatrice, oncle Dave, cousin Simon, et chaque membre éminent de notre arbre généalogique étendu. Et enfin, juste pour être sûr, j'ai inclus tout le conseil d'administration de l'association de propriétaires de votre quartier immaculé et fortement gardé. Mon père s'est jeté en avant violemment, essayant de saisir mon poignet à travers la table pour m'arrêter. « Julian, range ce foutu téléphone tout de suite. As-tu complètement perdu la tête? Tu vas tout ruiner. » J'ai retiré ma main sans effort, hors de sa portée, et j'ai appuyé sur envoyer. C'est déjà parti. Pendant 3 secondes agonisantes et parfaitement silencieuses, le monde entier a semblé s'arrêter de tourner.
Et puis la symphonie numérique de la destruction a commencé. Le téléphone de mon père a vibré agressivement dans la poche de son lourd manteau. Le téléphone de ma mère a émis un son de notification vif et joyeux à l'intérieur de son sac à main de marque. Le téléphone de Sébastien s'est allumé brillamment sur la table, affichant une nouvelle alerte de message de haute priorité. Je me suis calé contre la banquette rouge et dure en vinyle, j'ai croisé les bras et j'ai observé la dévastation pure et non frelatée se dérouler en temps réel. Ma mère s'est précipitée frénétiquement pour ouvrir son téléphone. Ses yeux ont rapidement parcouru l'écran lumineux, lisant l'email complet que je venais d'envoyer à tous ceux qu'elle connaissait et qu'elle tenait à impressionner. Un sanglot étranglé et horrible s'est échappé de sa gorge. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle, ses mains tremblant si violemment qu'elle faillit faire tomber l'appareil. Tante Béatatrice vient de répondre. Elle a mis toute la famille en copie de sa réponse. Elle dit que nous sommes des criminels et que nous méritons d'aller en prison fédérale. Julien, comment as-tu pu faire cela à ma réputation sociale ? Le président de l'ASL est dans cette chaîne de mai. Je ne pourrai plus jamais montrer mon visage au club. Sébastien fixait son propre écran, sa mâchoire touchant presque la table collante. Le propriétaire, dit-il, sa voix se brisant violemment comme celle d'un adolescent terrifié. Le propriétaire vient de renvoyer un email. Ils annulent officiellement le bail immédiatement en raison d'une activité frauduleuse confirmée. Ils conservent la compte en attendant une enquête policière active. Je n'ai nulle part où vivre. Mes affaires sont dans des camions de déménagement devant l'immeuble en ce moment. Mon père a complètement ignoré son téléphone qui vibrait. Son visage était devenu d'une dangereuse et alarmante nuance de violet foncé. Les grosses veines de son cou et de son front saillaient sous sa peau. Il était absolument furieux, au-delà de toute pensée rationnelle. Il a claqué ses 2 poings lourds sur la table du restaurant, faisant trembler les tasses à café et sauter l'argenterie. Petit déchet vindicatif, ingrat et psychotique, siffla mon père, crachant les mots venimeux directement sur moi. Tu penses que tu peux détruire cette famille et t'en tirer sans encombre ? Tu penses qu'un rapport de police fragile te rend invincible ? Je connais des gens très influents, Julien. Je suis directeur régional dans une grande institution financière. Je sais exactement pour quelle entreprise technologique tu travailles en sous-traitance. J'appellerai ton responsable senior demain matin à 9 heures précises. Je m'assurerai personnellement que ta réputation dans l'industrie technologique soit complètement et totalement oblitérée. Tu n'écriras plus jamais une ligne de code dans cette ville. Je ferai en sorte que tu sois viré, mis sur liste noire et enterré sous les dettes légales avant la fin de la journée de travail. Il se cala contre la banquette, respirant lourdement, me regardant avec une haine pure. Il croyait vraiment qu'il venait de jouer sa carte maîtresse. Il pensait qu'il détenait toujours le pouvoir absolu d'écraser mon gagne-pain et de me faire mourir de faim. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était un sourire froid, très prédateur. J'ai fouillé dans ma mallette ouverte et j'ai sorti un dernier dossier lourd, méticuleusement relié. Il était lourdement gaufré du logo doré et brillant de Vanguard Financial. Je l'ai glissé lentement sur la table jusqu'à ce qu'il repose directement devant ses mains tremblantes. Tu devrais probablement vérifier tes emails professionnels avant de faire d'autres menaces concernant ma carrière, papa, dis-je calmement, appréciant la confusion qui se lisait sur son visage rouge. Il a regardé le dossier, reconnaissant instantanément la marque hautement classifiée de sa propre entreprise. Son front se plissa d'une confusion profonde et troublée. Il a ouvert la lourde couverture. Juste au-dessus se trouvait une copie certifiée de mon nouveau contrat de travail permanent signé personnellement par Madame Evelyne, la PDG. Juste en dessous de ce contrat se trouvait l'avis officiel et légalement contraignant de l'audit de conformité d'entreprise de préacquisition. À partir de vendredi après-midi, j'ai été officiellement promu consultant senior en cybersécurité au sein de mon entreprise, expliquai-je, regardant ses yeux arrogants s'écarquiller d'horreur pure alors qu'il lisait les documents juridiques. Ma toute première mission en tant que chef d'équipe est un audit de conformité massif, très complet et sans compromis de Vanguard Financial en vue d'une acquisition hostile par l'entreprise. On m'a formellement accordé un accès administratif complet, illimité et de niveau 1 aux serveurs internes de tout votre département, à vos emails et à vos registres financiers. Mon père a arrêté de respirer. La posture agressive et dominatrice a complètement disparu en une milliseconde, remplacée par une pure terreur non falsifiée. J'ai passé la nuit dernière à faire une vérification préliminaire de votre division spécifique, continuai-je, me penchant pour que seul lui puisse entendre le poison dans ma voix. J'ai examiné en profondeur vos comptes de dépenses d'entreprise.
J'ai examiné les fonds de divertissement clients que vous avez gérés seul au cours des 3 dernières années. J'ai vu la comptabilité très créative. J'ai vu les dîners somptueux dans les steakhouse, les voyages de golf de luxe et les frais de consultation fantômes que vous avez autorisés pour maintenir ce mode de vie de riche factice que vous prétendez avoir. Il m'a fallu moins de 3 heures de fouilles pour trouver plus de 40 000 $ de divergences complètement non documentées et hautement illégales. Ma mère a cessé de pleurer instantanément et a regardé mon père avec une horreur absolue. La menace d'une réputation ruinée a été soudainement éclipsée par la menace d'une ruine financière totale. Richard, de quoi parle-t-il? Que as-tu fait? Mon père ne pouvait pas parler. Il me regardait comme si j'étais un fantôme ou un monstre terrifiant qu'il avait accidentellement créé et déchaîné sur lui-même. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun mot ne sortait. Si jamais vous menacez ma carrière ou contactez mes employeurs à nouveau, dis-je, ma voix tombant à un murmure mortel et meurtrier. Je ne me contenterai pas de remettre ces conclusions d'audit accablantes au conseil d'acquisition de l'entreprise. Je les remettrai directement à la SEC, à l'IRS et aux autorités fédérales. Vous ne perdrez pas seulement votre poste fantaisiste, papa. Vous perdrez votre pension d'entreprise. Vous perdrez la maison. Vous ferez face à un procès massif. Et vous irez absolument en prison fédérale. Me comprenez-vous parfaitement? Il était complètement brisé. Le patriarche arrogant et intouchable avait disparu, ne laissant qu'un homme terrifié, vieillissant et pathétique. Réalisant qu'il était entièrement à la merci du fils qu'il avait maltraité, négligé et volé, il hocha lentement et mécaniquement la tête, complètement incapable de formuler un seul mot. Je me suis levé lentement de la banquette. J'ai pris ma mallette et j'ai fermé les loquets. J'ai regardé Sébastien, qui fixait toujours d'un air absent l'email de bail annulé sur son téléphone, complètement paralysé par la destruction de son avenir. J'ai regardé ma mère, qui sanglotait silencieusement dans ses mains tremblantes, réalisant que sa réputation sociale immaculée et sa sécurité financière étaient complètement anéanties. Et j'ai regardé mon père, qui fixait d'un air absent le dossier financier de Vanguard, réalisant que toute sa vie était finie. Ne me contactez plus jamais, dis-je. Je me suis retourné et je suis sorti du Silver Diner, traversant les lourdes portes en verre et retournant dans l'air glacial de l'hiver. Les retombées de cet après-midi de dimanche au restaurant ne sont pas arrivées d'un seul coup. Ce n'a pas été une explosion soudaine et ardente qui a procuré une gratification instantanée. Au lieu de cela, ce fut une démolition lente, méthodique et agonisante de toute leur vie. C'était comme regarder un immense bâtiment s'effondrer au ralenti extrême. Étage après étage. Je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Je me suis juste assis dans mon nouveau bureau confortable, j'ai bu mon café cher et j'ai laissé les graves conséquences de leurs propres actions criminelles faire tout le travail. Dès le lendemain matin, le concessionnaire Porsche a fait son coup très attendu. En raison du rapport de police officiel que j'avais déposé concernant le numéro de sécurité sociale volé, le département financier agressif de Valérie a officiellement classé l'énorme prêt automobile comme frauduleux. Ils ont lancé un ordre de reprise immédiat et très agressif. Sébastien, dans son arrogance infinie, avait garé la voiture de sport à 6 chiffres étincelante juste au centre de l'allée de la maison de mes parents, priant pratiquement tout le quartier de banlieue d'admirer sa fausse richesse. Selon Madame Higgins, qui m'a joyeusement mis au courant via un appel téléphonique très détaillé plus tard cet après-midi-là, un énorme camion de remorquage commercial lourd est entré dans le quartier calme et immaculé à exactement 10 heures du matin. Le chauffeur du camion de remorquage n'a pas frappé poliment à la porte d'entrée pour demander les clés. Il a simplement reculé son énorme engin dans l'allée, a accroché les lourdes chaînes en acier directement à l'essieu avant de la Porsche et a démarré le treuil hydraulique bruyant et gémissant. Sébastien est sorti en courant par la porte d'entrée, ne portant rien d'autre qu'un peignoir en soie et des chaussettes, hurlant à plein poumon. Il a littéralement jeté tout son corps sur le capot de la voiture, pleurant hystériquement et exigeant que le conducteur arrête de voler ses biens. Le chauffeur du camion de remorquage, un homme costaud qui n'était clairement pas payé assez pour gérer les crises de colère d'enfants riches gâtés, a simplement sorti un presse-papier en métal et une copie surlignée du rapport de police. Il a annoncé assez fort pour que Madame Higgins et au moins 3 autres voisins curieux debout sur leur Porsche entendent chaque mot que le véhicule était officiellement saisi en raison de fraude à l'identité criminelle et de vol de voiture. Sébastien a été forcé de glisser du capot, entièrement humilié et sanglotant comme un enfant alors que la belle voiture était traînée dans la rue, raclant le pavé et hors de sa vie pour toujours. La rumeur de l'ASL a explosé avec la force d'une bombe nucléaire. L'image de ma mère, méticuleusement bâtie depuis des décennies,
de la matriarche de banlieue riche et parfaite a été entièrement incinérée avant midi. Elle a commencé à recevoir des SMS passifs-agressifs des dames du country club leur demandant si elles avaient besoin d'un don de charité pour les aider dans leurs problèmes juridiques. Mais la véritable destruction dévastatrice se produisait discrètement dans le monde de l'entreprise. J'ai strictement tenu ma promesse à mon père. Je n'ai pas envoyé de manière proactive ces rapports de dépenses frauduleux aux autorités fédérales. J'ai simplement fait mon travail. J'ai soumis l'audit de conformité non édité, très précis et mathématiquement incontestable au conseil d'acquisition de mon entreprise technologique. Lorsque l'équipe de direction senior de Vanguard Financial a vu la preuve indéniable de la comptabilité créative et du détournement de fonds clients de Richard, elle a paniqué complètement. Le mercredi après-midi, mon père a été publiquement escorté hors de son immense bureau d'angle par 2 gardes de sécurité de l'entreprise armée. Il a dû passer devant tout son département portant une petite boîte en carton contenant ses effets personnels. Ils n'ont pas porté plainte au pénal, voulant probablement désespérément éviter un énorme scandale de relations publiques et une baisse du cours de l'action juste avant que la fusion ne soit finalisée, mais ils l'ont déchu de son titre de directeur régional. Immédiatement, il a été convoqué à une réunion RH brutale et a eu un choix terrifiant. Faire face à un licenciement très médiatisé et à un procès civil massif pour récupérer les fonds volés ou accepter une retraite anticipée forcée avec sa pension d'entreprise sévèrement pénalisée et saisie pour rembourser chaque centime de l'argent détourné. Il a pris la retraite forcée. Il est sorti de ce bâtiment en disgrâce totale. Sa carrière de plusieurs décennies s'est terminée non pas par une montre en or et une fête de départ à la retraite, mais par une marche humiliante jusqu'au parking. Avec le salaire d'entreprise massif disparu, le prestige social évaporé et leur position dans le quartier complètement ruinée, la dynamique familiale hautement toxique s'est violemment retournée contre eux. Ils étaient comme des loups affamés piégés dans une cage. Il ne leur restait plus personne à blâmer, manipuler ou voler, alors ils ont entièrement tourné leur rage les uns contre les autres. La tante de Derek rencontrait occasionnellement tante Béatatrice à l'épicerie locale, et les méchants commérages familiaux coulaient à flot. Sans mon revenu à voler et ma présence discrète à utiliser comme bouc émissaire pratique, mes parents ont tourné leur rage furieuse contre Sébastien. Mon père a violemment blâmé Sébastien pour l'humiliation publique de l'incident du camion de remorquage devant les voisins et pour la perte totale de l'argent de la compte de l'appartement qui était maintenant bloqué en séquestre légal. Ma mère a blâmé mon père de s'être fait prendre à détourner des fonds, de perdre son emploi très lucratif et de couper leur flux de trésorerie somptueux. Et Sébastien, fidèle à sa nature incroyablement égoïste et narcissique, les a blâmés tous les deux de ne pas avoir engagé un avocat coûteux pour le protéger de moi. Sébastien était confronté à une montagne massive de problèmes juridiques car l'enquête policière sur le vol d'identité était toujours en cours. Le concessionnaire portait plainte agressivement pour l'octroi de prêts frauduleux, et Sébastien faisait face directement à la possibilité d'une condamnation pour crime qui ruinerait sa vie pour toujours. Dans une tentative désespérée et frénétique de se sauver de la prison d'État, Sébastien a exigé que mes parents embauchent un avocat pénaliste puissant et coûteux. Mais ils n'avaient tout simplement pas l'argent. La pension lourdement pénalisée de mon père couvrait à peine leur hypothèque actuelle et leur dette de carte de crédit massive. De plus, mes économies qu'ils avaient volées étaient complètement bloquées par la gestion immobilière de l'appartement en attendant l'issue de l'enquête pour fraude. Alors, ils ont commencé à cannibaliser leur propre vie. J'ai appris par la rumeur familiale qu'ils avaient été contraints de vendre les bijoux coûteux de ma mère, ses sacs à main de marquer les abonnements de golf très prisés de mon père sur Internet juste pour maintenir les lumières allumées et payer l'énorme acompte initial pour l'avocat de Sébastien. L'enfant chéri, le garçon qu'ils avaient sacrifié toute ma vie pour protéger et élever, était finalement devenu la lourde encre qui les entraînait tous directement au fond de l'océan. Et j'ai regardé cela se produire à une distance sûre et confortable, ne ressentant rien d'autre qu'un profond et inébranlable sentiment de paix. 3 mois plus tard, le dernier clou fut enfoncé dans le cercueil. Je suis entré au tribunal de comté vêtu d'un costume élégant, sur mesure et coûteux, que j'avais acheté avec ma propre prime durement gagnée. Monsieur Harrison, mon avocat incroyablement avisé, marchait à mes côtés, tenant une épaisse mallette en cuir remplie de preuves irréfutables. Nous étions là pour le procès civil contre mes parents et Sébastien. Il s'agissait d'une audience sur les dommages-intérêts civils principalement axée sur le recouvrement de la valeur monétaire exacte de mon compte d'épargne volé, de la station de travail personnalisée qu'ils avaient mise en gage, et des frais juridiques que j'avais engagés en essayant de réparer le désordre de vol d'identité qu'ils avaient créé. Ils étaient déjà assis à la table des défendeurs lorsque je suis entré dans la salle d'audience. Ils avaient l'air absolument terribles.
Le stress les avait dévorés. Mon père avait visiblement vieilli de 10 ans en seulement 3 mois. Sa posture auparavant rigide était affaissée et vaincue, et il portait un vieux costume démodé qui ne convenait plus à sa silhouette rapidement amincie. Ma mère semblait frêle et épuisée, ses racines foncées apparaissant à travers ses cheveux blonds auparavant parfaits, son sac à main de marque remplacé par un sac fourre-tout en toile bon marché et usé. Sébastien était assis entre eux, refusant de croiser le regard de quiconque, balançant violemment sa jambe de haut en bas dans une pure anxiété non frelatée. La juge présidant l'affaire était une femme sévère et pragmatique, n'ayant aucune tolérance pour les drames familiaux manipulateurs. Elle a méticuleusement examiné la montagne de preuves irréfutables fournies par M. Harrison. Elle a examiné de près les horodatages des virements bancaires correspondant à l'heure exacte à laquelle il m'avait mis à la porte. Elle a examiné les reçus du prêteur sur gage portant la signature de mon père. Elle a lu les rapports de police détaillés concernant le vol d'identité et le prêt Porsche frauduleux. C'était une affaire complètement limpide. Quand mon père a désespérément essayé de se lever et de soutenir à la juge que l'argent volé avait simplement été prélevé comme loyer rétroactif pour ma vie dans leur maison en tant qu'adulte. La juge a claqué son lourd maillet en bois si fort qu'il a résonné bruyamment dans la salle d'audience silencieuse. Elle l'a absolument réprimandé. Elle a clairement déclaré dans le dossier juridique que voler les économies d'une vie d'un enfant pour financer le mode de vie somptueux d'un autre adulte n'était pas seulement moralement répréhensible, mais entièrement juridiquement indéfendable. Elle leur a ordonné de rembourser immédiatement les 14 000 $ en totalité, plus tous mes honoraires d'avocat, plus des dommages-intérêts punitifs sévères pour le préjudice moral et les dommages causés à ma cote de crédit. Alors que nous sortions de la salle d'audience, victorieux et légalement innocenté, mon père m'a arrêté dans le long couloir de marbre. Il avait l'air petit, brisé et incroyablement désespéré. L'homme qui m'avait terrorisé toute ma vie était réduit à la mendicité. Julien, chuchota-t-il, sa voix tremblant de larmes non versées. Nous devons contracter une énorme deuxième hypothèque sur la maison juste pour payer le jugement civil et garder l'avocat de la défense pénale de Sébastien sous contrat pour le maintenir hors de prison. S'il te plaît, je te supplie en tant que ton père. Tu as fait ton point. Tu nous as complètement ruinés. Annule le jugement civil. Montre un peu de pitié. Je l'ai regardé, cherchant dans mon âme la moindre trace de pitié, et n'ai absolument rien trouvé. Le puits était complètement sec. Je ne vous ai pas ruiné, dis-je calmement, ma voix résonnant légèrement dans le couloir. Vous vous êtes ruiné le matin où vous avez décidé que mon avenir était entièrement dépensable. J'ai juste cessé de vous laisser utiliser mon dos comme un marchepied. Payez le jugement dans les 30 jours où M. Harrison placera une hypothèque légale sur votre maison et forcera une vente. Je me suis retourné et je suis parti, les laissant debout dans le froid couloir de marbre, complètement seul. Quelques semaines plus tard, l'horrible vérité ultime sur l'enfant chéri a finalement éclaté. Tante Béatatrice, désespérée de retrouver mes bonnes grâces et d'obtenir une invitation à ma nouvelle vie, a laissé un message vocal décousu et frénétique sur mon téléphone. Elle a révélé un secret qui m'a stupéfié. Elle a dit que Sébastien n'avait pas seulement demandé à mes parents de contracter une deuxième hypothèque. Lorsque la banque locale a refusé la demande de prêt de mon père en raison de sa retraite forcée, de son manque de revenus et de son crédit ruiné, Sébastien a paniqué. Derrière leur dos, il a volé leurs informations personnelles. Il a falsifié leur signature sur une série de prêts sur titres très prédateurs, massifs et à taux d'intérêt élevés, utilisant la valeur de leur maison de banlieue immaculée comme garantie. L'enfant chéri avait littéralement volé le toit au-dessus de leur tête pour payer son propre avocat de la défense pénale et se maintenir hors de prison. Il leur avait fait exactement ce qu'il lui avait permis de me faire. Je n'ai pas rappelé tante Béatatrice. J'ai simplement supprimé le message vocal et bloqué son numéro. Ce n'était pas mon cirque, et ils n'étaient plus mes singes. Avec un chèque de règlement massif déposé en toute sécurité sur mon nouveau compte bancaire hautement sécurisé, j'ai enfin réalisé mon rêve simple et magnifique, j'ai emménagé dans un superbe appartement de luxe calme et en hauteur dans la ville. Entièrement financé par mon propre travail acharné, ma victoire juridique et la promotion massive que j'ai obtenue à la firme technologique, j'ai acheté une toute nouvelle station de travail, encore plus puissante. J'ai adopté un chien de sauvetage, un mélange maladroit de Golden Retriever qui me salue à la porte tous les jours avec le genre d'amour pur et inconditionnel que je n'ai jamais connu en grandissant. Une année entière s'est écoulée, les saisons ont changé, la neige a fondu et les souvenirs de ce matin de Noël horrible ont commencé à s'estomper en une douleur lointaine et sourde. J'étais en plein essor en tant que cadre supérieur au sein de la société mère de Vanguard Financial,
construisant une vie vibrante et saine remplie d'une famille choisie comme Derek, mon brillant avocat, Monsieur Harrison, et mon mentor, Madame Evelyn. Un soir tranquille, j'ai reçu une lettre manuscrite dans ma boîte postale sécurisée. L'adresse de l'expéditeur était un petit complexe d'appartements bon marché à des kilomètres de l'ancien quartier aisé de mes parents. J'ai immédiatement reconnu l'écriture cursive. C'était de ma mère. Je l'ai ouverte lentement, assise à l'îlot de ma cuisine. L'écriture était incroyablement tremblante, tachée de ce qui ressemblait à des larmes séchées. Julian, y était-il écrit. Je sais que tu ne veux absolument pas entendre parler de moi. Nous avons perdu la maison. La banque a saisi après que Sébastien a contracté ces terribles prêts en notre nom. Ton père travaille comme gardien de sécurité de nuit dans un entrepôt de distribution juste pour payer l'épicerie. Sébastien a déménagé dans un autre état pour éviter son agent de probation et il ne répond à aucun de nos appels. Je suis assise dans ce petit appartement sombre tous les jours et je pense au Noël où nous t'avons jeté pour lui. Je suis tellement désolé. Nous avons brisé notre famille en essayant de sauver un garçon qui ne se souciait pas du tout de nous. Je n'attends pas de pardon. J'espère juste que tu auras une belle vie. J'ai lu la lettre 2 fois. Je n'ai pas ressenti une énorme poussée de triomphe et je n'ai pas ressenti un besoin codépendant désespéré de les sauver de la pauvreté qu'ils avaient créée. J'ai ressenti une paix profonde, tranquille et absolue. J'ai plié la lettre, je suis allé à mon bureau à domicile, les placer dans le destructeur de documents et j'ai regardé les tristes mots se transformer en confettis insignifiants. J'ai appris une énorme leçon ce jour-là. Le pardon ne signifie pas permettre à des personnes toxiques et abusives de revenir dans votre vie. Cela signifie simplement laisser aller la colère pour que vous puissiez enfin vivre en paix. Plus tard cette semaine-là, lors de la première vraie chute de neige du nouvel hiver, je conduisais ma propre voiture, une berline modeste et très fiable que j'avais achetée entièrement en espèces, et je me suis retrouvé à faire un léger détour par mon ancien quartier d'enfance. J'ai roulé lentement devant la maison. La pelouse immaculée était complètement morte et couverte de neige sale. Un panneau de saisie bancaire massif et était agressé de force dans la cour avant. Les fenêtres étaient sombres et sans vie. La maison où j'avais été ignoré, manipulé et volé était complètement vide. Je me suis arrêté sur le trottoir un instant, regardant la neige tomber sur le toit. Je n'ai ressenti aucune tristesse. Je n'ai pas ressenti le besoin de pleurer la perte d'un héritage potentiel ou d'une famille qui n'avait jamais vraiment existé. J'ai ressenti un sentiment incroyable et écrasant de liberté absolue. J'avais gagné la garde de ma propre dignité. J'ai mis la voiture en marche, allumé le chauffage et je suis parti sans regarder dans le rétroviseur. Je rentrais enfin chez moi. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une ligne dure et incroyablement douloureuse dans le sable pour protéger votre propre paix, votre santé mentale et votre avenir financier? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage. Rappelez-vous, la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de respect mutuel. Et vous avez toujours le droit de quitter une table où le respect n'est plus servi. Restez fort.